on va parler de gestion périopératoire des lésions myocardiques et un peu moins d'infarctus du myocarde, mais surtout de ces lésions myocardiques. Alors il va y avoir, vous allez voir, on va revoir beaucoup de choses qu'on a déjà vues au cours des topos précédents, mais pas que, et puis c'est toujours pas mal quand il y a de la répétition. Donc, mais il n'y a d'intérêt aucun avec le sujet actuel. Donc, juste de quoi on parle quand on parle de lésions myocardiques? Ça, c'est la dernière définition qui fait consensus pour les cardiologues quand on parle d'infarctus du myocarde. Et donc, il y a on va même 5 grands types de lésions myocardiques. Et nous, on va s'intéresser aux lésions de type 1 et 2. Et donc, c'est quoi? La lésion de type 1, c'est l'infarctus du myocarde classique, là qu'on voit à gauche, donc avec soit une rupture de plaque et une occlusion de l'artère coronaire. Et puis nous, on va être surtout confrontés en périopératoire aux lésions de type 2, avec, on vient d'en parler dans le topo précédent, parfois des inadéquations entre les besoins du myocarde et les apports, soit qui surviennent sur une coronaire saine, soit sur des coronaires pathologiques, puisqu'on est souvent exposé à des patients au risque cardiovasculaire qui peuvent avoir des lésions coronaires. Et donc, peut-être notre travail pour essayer de limiter ces lésions, en tout cas ces inadéquations, et ça va être, comme on l'a dit là, dans le topo précédent, d'optimiser le transport intérieur d'oxygène, le débit cardiaque et la perfusion des coronaires. Et il y a plein de choses qui, en péropératoire ou en périopératoire, peuvent influer sur ce transport artériel et sur cet apport d'oxygène. On a des patients qui peuvent être hypotendus, développer des états de choc, qui peuvent être hypoxémiques, qui peuvent saigner et avoir de l'anémie, ou faire des troubles du rythme auriculaire et ou ventriculaire. Donc tout ça, on a vu que c'était des déterminants du transport interne d'oxygène, et donc ça va pouvoir induire une inadéquation entre les besoins et les apports. Alors pourquoi on s'intéresse à ces lésions myocardiques ou périopératoires? D'une part parce qu'elles sont fréquentes, ça c'est on va dire une des plus grandes études et la plus récente, il y en a eu d'autres avant avec la troponine plus classique, et là celle-ci c'était avec la troponine ultrasensible, qui montre qu'en post-opératoire de chirurgie non cardiaque, c'était une étude multicentrique internationale, et ces lésions, cette augmentation de troponine est très fréquente, quasiment 20% des patients qui ont ces augmentations de troponine en post-opératoire de chirurgie non cardiaque. Et quand on regarde le lien avec cette augmentation de troponine et les outcomes, la mortalité à J30, dès qu'on a une augmentation, même pas très importante, de cette troponine post-opératoire, c'est associé à une surmortalité. Et puis quand on a plusieurs dosages, puisqu'on a vu tout à l'heure que maintenant il faudrait doser même en pré-op, quand on a une augmentation entre le pré-op et le post-op, ou quand on a 2 dosages en post-op et que ça augmente entre ces 2 dosages, là également, c'est associé à une augmentation de la mortalité dans les 30 jours. Donc ça semble être associé à un pronostic plus péjoratif, donc peut-être que s'y intéresser et les prévenir pourrait diminuer la morbimortalité. En préopératoire, on en a déjà beaucoup parlé, vous avez déjà vu ce schéma et ce qu'il faut faire. D'abord, on va évaluer le risque lié au patient avec des scores qui peuvent être assez simples comme le score de Lee, mais qui sont assez robustes. Évaluer le risque lié à la chirurgie, on en a également parlé. Essayer d'évaluer quand on le peut la capacité fonctionnelle du patient et finalement sa capacité à répondre à un stress chirurgical. Et puis à la fin, dans le rare cas, discuter un test d'ischémie avec nos amis cardiologues, mais c'est finalement dans assez peu de cas. Donc je ne vais pas développer cette partie qui a déjà été dont on a longuement parlé. Et on va s'intéresser plus à la partie péropératoire et post-opératoire. Et donc je reviens sur cette physiopathologie, là, si on dit qu'on est dans ces lésions myocardiques de type 2, où on est avec une inadéquation entre les besoins et les apports. Vous avez d'un côté la consommation du myocarde en oxygène, pour laquelle j'ai remis quelques déterminants, les conditions de charge, notamment la post-charge, l'inotropisme, la fréquence cardiaque, et puis de l'autre côté, l'oxygène qu'on va apporter au myocarde. On l'a vu tout à l'heure avec la formule du contenu artériel d'oxygène, il y a l'hémoglobine, la saturation artérielle d'oxygène, et puis le débit cardiaque, donc la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique, et quand même un truc un peu important, c'est la pression de perfusion coronaire, dont quand même le débit coronaire dépend beaucoup, et donc la pression notamment artérielle diastolique pour le ventricule gauche. Donc on va voir si des interventions sur ces déterminants peuvent être intéressantes et améliorer les patients. Alors on a vu déjà cette étude passer, il y a des gens qui se sont dit peut-être mettre des bêta-bloquants aux patients, ça va éviter qu'ils deviennent tachycardes, et donc peut-être ils vont moins consommer d'oxygène, et donc il y aura moins de lésions myocardiques. Grande étude randomisée publiée dans le Lancet en 2008, l'étude POISE 1,
Vous connaissez probablement déjà les résultats. Donc c'était un critère de jugement composite sur les lésions myocardiques et la mortalité. C'était significatif avec une diminution. Moins de lésions myocardiques. Par contre, quand on regarde les AVC, il y avait plus d'accidents vasculaires cérébraux et une mortalité augmentée. Donc c'est probablement pas une bonne idée de mettre des bêta-bloquants à tout le monde en préopératoire de chirurgie dans l'idée de peut-être éviter les tachycardies qui augmenteraient la consommation du myocarde en oxygène. Et puis il y a des données, on va dire observationnelles, mais sur des grandes bases de données un peu plus récentes qui ont montré qu'en plus, il n'y avait pas de lien avec la fréquence cardiaque péropératoire et la survenue d'événements indésirables. Et de toute façon, en général, quand on devient tachycarde, notamment en péropératoire, c'est souvent de manière adaptée, ça peut être parce qu'on passe en trouble du rythme supraventriculaire, mais c'est souvent de manière adaptée. Si le chirurgien vient de faire une plaie d'un gros vaisseau et que le patient développe un choc hémorragique, heureusement qu'il est capable d'augmenter sa fréquence cardiaque pour, pendant un certain temps en tout cas, maintenir son transport artériel en oxygène. Et possiblement, chez ce patient-là, si on lui a donné des bêta-bloquants, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, on en a déjà aussi parlé, il y a d'autres choses qui ont été proposées, comme donner de l'aspirine en préopératoire ou le poursuivre pour les patients qui en avaient, c'est l'étude POISE 2. Là également, sur le critère de jugement principal, CNS, et par contre plus de saignement, donc pareil, pas une très bonne idée de faire ça. Dans la même étude, donc on testait 2 médicaments avec 4 bras, mettre un alpha-bloquant pour essayer là aussi peut-être de diminuer l'activation sympathique, diminuer les tachycardies et les poussées hypertensives. Donc ils ont regardé exactement la même chose sur un outcome composite, le décès et le fait d'augmenter la troponine en post-opératoire, c'est NS. Par contre, quand on donne ça à tout le monde, il y a une augmentation pas significative des lésions myocardiques. Par contre, il y a beaucoup plus d'épisodes d'hypotension. Donc pareil, donner finalement un alpha-bloquant à tout le monde, sans distinction en fait, c'est probablement pas une très bonne idée. Et il y avait une augmentation significative, alors c'est un critère de jugement secondaire, mais d'arrêt cardiaque récupéré dans le bras clonidine. Donc probablement quand même pas une très bonne idée. Alors, on a parlé juste avant de la perfusion et de la pression, et donc c'est quelque chose sur lequel on peut facilement jouer finalement en péropératoire parce qu'on a des médicaments pour jouer là-dessus. Et est-ce qu'il y a un intérêt à jouer dessus? Alors d'un côté, on voit que ça peut, le fait de faire augmenter la pression, si on augmente trop la pression artérielle et donc la post-charge du ventricule gauche, ça peut augmenter la consommation en oxygène du myocarde, et donc peut-être pas une bonne idée. Mais à l'inverse, c'est aussi notamment la pression artérielle diastolique, un déterminant de la pression de perfusion coronaire et donc de l'apport d'oxygène au myocarde. Et donc trouver finalement la bonne pression qui serait adéquate pour le patient, c'est peut-être ça ce vers quoi il faut tendre. En tout cas, dans les études observationnelles, on l'a déjà vu aussi dans les topos précédents, l'hypotension est systématiquement retrouvée comme étant associée à des outcomes défavorables, que ce soit la mortalité, l'agression rénale aiguë ou les atteintes myocardiques. Et on est toujours autour de ces seuils, aux alentours de, à l'échelle populationnelle, 60-65 mm de mercure. Et donc, là, c'est la même façon de le représenter, que ce soit une diminution en valeur absolue, donc en dessous d'un certain seuil de pression, 60-65 mm de mercure, ou un delta en fonction de la pression artérielle de base, on observe la même chose. Et puis pareil, il y a une association de dose-effet. Plus on passe de temps hypotendu, et plus le risque de lésion myocardique ou d'insuffisance rénale aiguë, c'est pareil, augmente. Et donc peut-être que avoir des objectifs un peu plus élevés ou de pression artérielle permettrait de limiter ce risque-là. Ça a été, on va le voir ça juste après, pardon. Il y a la pression péropératoire, mais il y a la pression post-opératoire également. Ça, c'est une étude observationnelle qui montre que l'incidence d'hypotension post-opératoire est non négligeable et qu'elle est elle aussi associée à des outcomes défavorables, notamment rénaux. Et donc il faut probablement aussi être vigilant à la pression artérielle post-opératoire. Ça, c'était tous les outcomes qui étaient regardés. Alors pour l'infarctus du myocarde, ça ne sort pas, c'est non significatif, mais pour notamment les insuffisances rénales aiguës dans les 7 jours post-opératoires, le fait de faire une hypotension post-opératoire est associé, même quand on n'en a pas fait en pér-op, est associé à une augmentation accrue de développer une insuffisance rénale aiguë. Donc il faut s'y intéresser aussi en post-opératoire. Donc je viens maintenant à l'étude POISE 3, où les auteurs ont tenté de comparer 2 stratégies de management de la pression artérielle.
un bras avec un objectif de pression artérielle moyenne plutôt élevé, 80 mm de mercure. Il était conseillé d'arrêter les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone pour limiter le risque d'hypotension péropératoire, versus un bras où on faisait un objectif de PAM supérieur à 60, grande étude internationale, multicentrique, randomisée. Toujours un peu le même critère de jugement composite pour le critère de jugement principal, les décès et puis les augmentations de troponine post-opératoire, non significatif. Sur les augmentations de tropo post-op uniquement, là également NS. Et donc on a l'impression que quand on donne à tout le monde finalement la même stratégie, eh ben, il n'y a possiblement pas d'intérêt, et toutes ces études randomisées là, sont assez décevantes à l'échelle populationnelle. Un autre déterminant du transport artériel, c'est l'hémoglobine. Et donc, est-ce que l'anémie pourrait être intéressante, et est-ce qu'on pourrait avoir des stratégies de gestion de l'anémie pour limiter ce risque d'ischémie post-opératoire ou péri-opératoire, d'ischémie cardiaque? Ici, c'est une étude observationnelle où les auteurs ont repris un peu tous les patients qu'ils avaient inclus dans les études POISE 2, Vision dont on a déjà parlé, Enigma 2 et Balance. Et ils ont regardé le lien entre la diminution de l'hémoglobine, ajusté sur évidemment les comorbidités et plein de choses, et la survenue d'augmentation de troponine post-opératoire. Donc de manière assez peu surprenante, et ben, quand les patients ont une diminution au moins d'un point d'hémoglobine, et ben, c'est associé significativement à l'augmentation de lésions cardiaques post-opératoires, mais également à des outcomes plus défavorables. Alors maintenant, est-ce que une stratégie pareille de seuil transfusionnel permettrait de limiter ça? Il n'y a pas vraiment là, en paire opératoire sur les malades à haut risque, d'études, mais ça c'est une étude des cardiologues pour l'infarctus du myocarde, où ils ont comparé deux stratégies de l'infarctus du myocarde, et là il y avait des infarctus donc, de type 1 qui sont l'infarctus classique du cardiologue, mais il y avait aussi des infarctus de type 2 qui sont peut-être ceux qu'on rencontre le plus, ceux en rapport avec une inadéquation entre les besoins et les apports. Et donc, ils randomisent un bras restrictif où le seuil transfusionnel est entre 7 et 8 grammes, et un seuil libéral où dès qu'on passe en dessous des 10 grammes, on peut transfuser. Donc pareil, grosse étude multicentrique internationale, et ils regardent le critère de jugement principal, le fait de développer un infarctus du myocarde ou d'être mort dans les 30 jours. Donc quand on regarde le critère de jugement principal, ça passe pas la barre de la significativité parce que l'intervalle de confiance est pile sur 1. On a quand même l'impression que pour tous les critères de jugement, ça tire un peu vers le côté libéral. Donc se pose quand même la question du seuil transfusionnel chez ces patients à haut risque de développer des lésions myocardiques. Et donc c'était pareil quand on regarde la mortalité, c'est NS parce qu'il n'y a pas la puissance nécessaire, mais ça tire quand même beaucoup plus vers le côté libéral, pareil pour l'infarctus du myocarde et pour la revascularisation. Donc se pose quand même la question. Quand on regarde dans les analyses en sous-groupe, je suis désolé, ce n'est pas très visible pour vous. Là, par contre, c'est peut-être un peu décevant nous concernant, parce qu'on voit que peut-être le groupe qui en bénéficie le plus de ce seuil un peu libéral, c'est l'infarctus du myocarde de type 1, donc l'infarctus du myocarde du cardiologue, alors qu'on peut rencontrer en post-opératoire, mais qui n'est pas le plus fréquent, et plutôt quand on n'a pas de sus-décalage du segment ST et avant d'être revascularisé. Donc, ça apporte quelques éléments d'information, mais de nouveau, ça ne tranche pas vraiment quel est le seuil transfusionnel qu'on devrait avoir chez ces patients. Et peut-être d'ailleurs que, comme le reste, le même seuil pour tout le monde n'aurait pas beaucoup de sens. Et donc, le professeur Futier vient de vous parler de l'optimisation péri-opératoire et surtout péropératoire au bloc opératoire des patients à haut risque pour limiter ce risque de lésion cardiaque. Il faut probablement le faire, c'est dans les recommandations, et quand on regarde les études, c'est associé quand même à une diminution des complications. Et donc il va y avoir l'optimisation de la volémie pour optimiser le volume d'éjection systolique, avec là, le remplissage vasculaire, et puis optimiser également la pression de perfusion et la pression artérielle avec surtout les vasopresseurs. Finalement, l'utilisation des inotropes, elle est quand même assez anecdotique dans la majorité des cas en chirurgie non cardiaque, en tout cas en péropératoire. Alors, est-ce que utiliser des stratégies comme ça d'optimisation hémodynamique en péropératoire, ça améliore le pronostic des patients? Il y a beaucoup d'études et de méta-analyses sur le sujet. J'ai choisi un peu aléatoirement de vous en présenter une un peu récente dans le BJA. Et donc voilà, en fonction des outcomes auxquels on s'intéresse, les résultats. Et donc,
globalement, ça diminue un certain nombre de complications d'optimiser les patients en péropératoire avec des stratégies comme ça d'optimisation hémodynamique péropératoire. Si on s'intéresse juste ici à l'infarctus du myocarde, mais qui n'est pas juste l'augmentation de la troponine qui est l'infarctus du myocarde, ça ne paraît pas diminuer le risque, mais si c'est vraiment l'infarctus du myocarde, c'est quand même une physiopathologie peut-être un peu différente du MINS, donc de l'augmentation de tropo en lien avec une inadéquation entre les besoins et les apports. En tout cas, aujourd'hui, il y a des fortes recommandations pour dire qu'il faut, chez les patients à haut risque et en chirurgie à haut risque, avoir des stratégies d'optimisation du débit cardiaque. Et donc, ça veut dire, ça passe, comme l'a montré le professeur Futier, par un monitorage invasif chez les malades les plus à risque et ou dans les chirurgies les plus à risque. Un mot maintenant sur le post-opératoire, puisque il va falloir diagnostiquer ces patients-là. C'est pas évident puisque ça passe par un dosage de tropo et on ne va pas le faire à tout le monde, on va en reparler après, mais est-ce qu'il y a des stratégies qui permettent d'améliorer le pronostic de ces patients en post-opératoire? Ça, c'est des données un peu anciennes et on va dire de qualité méthodologique qui ne sont pas excellentes. Ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude avant-après, en chirurgie orthopédique majeure, une étude française, où en fait les auteurs ont décidé de mettre en place un bundle, donc un ensemble de choses qui allaient corriger de manière un peu plus, on va dire, agressive en post-opératoire chez les patients qui sont opérés d'une chirurgie orthopédique majeure. Et c'est des choses assez simples, hein. C'est dépister l'hypoxémie et la traiter rapidement, dépister l'anémie et la traiter, dépister l'hypotension et la traiter. Quand on est face à une tachycardie, se poser la question de pourquoi le patient est tachycarde, et si c'est en lien avec de la douleur, traiter la douleur, et puis gérer les hyperglycémies. Donc c'est des choses finalement qu'on fait tous, et voilà. Et donc ça, c'est les périodes avant-après avec ce qu'ils ont mis en place. Effectivement, quand ils mettent en place ce bundle, c'est assez bien suivi. Il y a plus d'oxygénothérapie, on met plus d'insuline en place, on transfuse un peu plus les patients. En tout cas, probablement qu'on fait un peu plus attention. Et ils ont regardé le lien avec l'outcome entre la période avant-après, avec les augmentations de troponine post-opératoire, le fait de développer des complications cardiovasculaires post-opératoires et la mortalité de toute cause. Et alors ça reste du avant-après, ça reste du monocentrique avec des petits effectifs, mais quand on optimise un peu tout, on a l'impression quand même qu'on améliore le pronostic des patients. Et donc c'est intéressant parce que quand même, on a probablement une marge d'amélioration dans le suivi post-opératoire et dans le traitement post-opératoire. Ça, c'est une étude ancillaire donc de Poise 1, où ils se sont intéressés au sous-groupe de patients qui développaient un infarctus, c'est-à-dire l'augmentation de tropo avec soit un patient symptomatique sur le plan cardiaque, soit des anomalies électrocardiographiques, soit carrément une choro qui dit « ok, il a un infarctus », ou des images, par exemple une échographie cardiaque qui montrerait un trouble de la cinétique segmentaire. Donc ils sont intéressés uniquement à cette sous-population assez particulière. Et ils ont regardé finalement l'évolution, enfin le pronostic de ces patients-là, et puis ensuite les traitements qu'ils ont reçus à l'hôpital et à la sortie de l'hôpital. Donc déjà, on voit que les patients qui font un infarctus du myocarde, pas de grosse coupe, ils meurent plus que les patients qui ont eu soit une élévation isolée de la troponine. Okay. Mais de manière intéressante, les patients avec un infarctus du myocarde asymptomatique meurent plus que ceux qui sont symptomatiques. Et ça, peut-être que ça passe par le fait que ces patients asymptomatiques n'ont pas eu la même optimisation du traitement que les patients qui ont fait l'infarctus du myocarde symptomatique. Et quand on regarde les traitements, que ce soit en pré-op, ensuite à l'hôpital et prescrits à la sortie, donc on va dire les quatre fantastiques, hein, les anti-agrégants, les statines et les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, on voit qu'il y a quand même probablement une grosse marge de progression. Déjà en pré-op, il y a assez peu de patients qui avaient... Alors c'est une étude assez ancienne, hein, donc peut-être que ce serait mieux aujourd'hui, mais moins de la moitié des patients avaient les thérapeutiques. Et même à la sortie de l'hôpital, chez des patients qui ont fait un infarctus du myocarde selon les définitions internationales, il y en a sous statine, il y en a la moitié, sous inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone, il y en a la moitié. Et donc probablement quand même qu'on a une marge de progression aussi dans la prise en charge post-opératoire. Et donc ça, c'est pareil, une autre étude française qui va un peu dans ce sens-là, une étude d'Arnaud Faucrier, avec là aussi une méthode de matching des patients entre les patients qui ont reçu les traitements et ceux qui n'ont pas reçu les traitements. Et donc pareil, avec les traitements, on va dire, recommandés de la maladie cardiovasculaire et notamment de la maladie ischémique, quand ils apparient les patients, ceux qui ont une optimisation de leur traitement cardiovasculaire
ont un pronostic similaire, c'est les courbes en haut ici, post-opératoire, un pronostic similaire à ceux qui n'ont pas développé d'augmentation de tropo post-opératoire, alors que ceux qui n'ont pas d'optimisation de ces médicaments ont clairement un pronostic plus péjoratif. Je vais accélérer un petit peu parce que j'arrive au bout de ma présentation. Il me reste encore quelques diapos. Donc, si on récapitule, face à une augmentation de troponine post-opératoire, il va falloir s'assurer qu'on n'est pas face à un infarctus du myocarde. Donc, évidemment, rechercher des symptômes cliniques, faire un électrocardiogramme, discuter la réalisation d'une échographie cardiaque transthoracique, peut-être faire un deuxième dosage pour regarder la cinétique. Et puis, si on est dans la case infarctus du myocarde, ben là, c'est nos collègues cardiologues qui interviennent immédiatement. Si on est dans l'augmentation isolée de la troponine post-opératoire, on sait que c'est pas bon et que c'est associé à un pronostic plus péjoratif. Et c'est là qu'on ne sait pas encore trop quand même ce qu'il faut faire. Il faut probablement introduire au moins des traitements de la maladie, on va dire, de la cardiopathie ischémique. Et puis il va falloir quand même que ces patients-là rentrent dans un circuit pour être suivis peut-être par un cardiologue. Et puis maintenant, c'est quoi le futur? On a vu que quand même toutes ces études randomisées, à l'échelle populationnelle, c'est très décevant parce qu'on inclut des milliers de malades et puis tout est négatif. Et donc c'est ce qu'on montre ici. Hein. Vous donnez le même médicament à tout le monde. Ce que vous essayez de voir, c'est est-ce qu'à l'échelle populationnelle, on observe une différence? Et bien, c'est souvent assez décevant. On peut s'aider d'analyses en sous-groupes, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour avoir une idée, est-ce que peut-être le traitement pourrait bénéficier à des sous-groupes, mais ça aussi, finalement, c'est que exploratoire et c'est pas parfait. Et donc, on s'oriente de plus en plus, grâce maintenant, en plus, surtout aux nouveaux outils informatiques et d'IA qu'on a, à d'essayer d'aller un peu plus finement dans la personnalisation et dans l'évaluation de peut-être ce traitement est délétère pour un patient, mais peut-être qu'il pourrait être bénéfique pour un autre patient, et intégrer dans toutes ces données, l'ordinateur est bien plus performant que nous pour faire ça, et ce n'est pas notre talent qui va le faire, comme disait Emmanuel tout à l'heure. Et donc on peut utiliser toutes ces données d'essais randomisés pour les faire tourner avec des algorithmes de machine learning et autres, pour peut-être développer des algorithmes qui, en fonction des caractéristiques de notre patient, va nous dire, lui, il faudrait lui introduire de l'aspirine en pré-op, lui, des bêta-bloquants, et lui, non, parce qu'il y a tel surrisque chez ce patient-là. Et donc, on verra si dans l'avenir, ces algorithmes se développent. Ça se développe déjà, je ne vous ai pas mis ici, mais pour savoir à qui faire une troponine post-opératoire, il y a des papiers qui sortent là sur des algorithmes assez simples, et avec des calculateurs en ligne, où vous rentrez les données du patient, et ça vous donne un risque d'augmentation de la troponine post-opératoire, donc peut-être pour cibler aussi les patients chez qui il faudrait la doser pour peut-être ensuite introduire des traitements. Donc on a vu que le dosage myocardique post-opératoire, c'est fréquent, un peu moins de 20% des patients dans les chirurgies à risque. C'est associé à un pronostic péjoratif. En préopératoire, le dépistage, on l'a vu, ça passe par le score de Lille, dépistage des maladies cardiovasculaires et leur optimisation. En péropératoire, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à part de l'optimisation macro-hémodynamique avec des goal-directed therapy. Et puis en post-opératoire, c'est pareil, mais c'est faire des choses simples. Hein. Regarder les déterminants du transport artériel d'oxygène, et s'ils ne sont pas adéquats, les optimiser. Et quand on a dépisté une lésion myocardique, c'est peut-être quand même notre rôle d'essayer de remettre le patient, s'il n'était pas dans un circuit de cardiologie, ou au moins via son médecin traitant, d'aller dépister le reste des maladies cardiovasculaires si elles n'étaient pas connues ou pas dépistées. Et puis le futur, peut-être les outils d'aide à la décision et d'aide à la décision des traitements pour l'individualisation des traitements. On va voir, mais je pense que c'est ce qui va arriver dans la décennie qui vient. Et j'en ai terminé.